Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Page 19. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Ariane Bois, à l'occasion de la parution chez Belfond de son roman « L'île aux enfants », un roman dont je vais vous lire un extrait bien sûr de la page 19. C'est leur premier voyage en voiture. Derrière la vitre latérale, Pauline voit des cases défiler, mais aussi des maisons blanches ou pastel, aussi élégantes que leurs varangues. Elle crierait si sa gorge n'était pas si sèche. À ce moment, l'automobile ralentit. Stop. Sa portière arrière s'ouvre et l'homme enfourne à l'intérieur un autre enfant tenant un cerf-volant en feuilles de coco. Tétanisé, le petit Malbar se blottit contre elle. Bientôt, une odeur de pipi émane de lui. Écœurée par ce remugle, chahutée par les virages de la route, Pauline sent la nausée l'envahir. À côté d'elle, le petit corps de Clémence vibre et son haleine tiède lui souffle au visage. Où les emmène-t-on ? Jamais, paraît-il, on ne revoit les enfants capturés par la voiture rouge. Ah, Ariane Bois, voilà un début qui en dit tout de même sur ce livre. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée dans votre roman ? Oui, c'est un élément fondateur. Les enfants ont été en majorité capturés de cette manière. L'auto rouge est une auto dont on se méfie sur toute l'île de la Réunion et dont on a peur. Et là, l'auto arrive et les enfants vont être pris pour la première fois. Alors, il faut dire de quoi il s'agit. Alors, le premier dessin va montrer, c'est Joël Simarone qui a représenté cette page 19. Et ce qui est sidérant, effectivement, on est à La Réunion. Effectivement, ces enfants, et on verra, on est dans les années 60-80, ces enfants vont être enlevés et leur destin est d'être adoptés dans la Creuse, en France. Tout à fait. Donc, on est en face d'un scandale d'État, d'une affaire qui, jusqu'à aujourd'hui, encore révulse et émeut. Mais comment en êtes-vous arrivé à raconter cette histoire ? Alors j'ai appris cette histoire parce que mon père était médecin aux Antilles, il travaillait en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et il m'a parlé des enfants Hmong, de l'ethnie Hmong, qui en Guyane avaient été aussi emmenés contre leur gré et pris de leur famille, et j'ai toujours eu cette histoire finalement au fond de moi. Mais vous avez travaillé aussi sur les enfants juifs pendant l'occupation. Oui. Est-ce que ce cas n'est pas un cas de rafle, tout simplement ? Alors, les enfants, en tout cas, eux-mêmes parlent de déportation, de rafle. Je crois qu'il faut faire attention avec les mots. Évidemment, la période n'est pas du tout la même. Mais en tout cas, ces enfants-là, on les a pris. On ne leur a pas demandé leur avis. On leur a demandé de changer de prénom, de changer de nom et finalement de devenir autre. Et là, il y a peut-être un lien, effectivement, avec ce qui s'est passé pendant la guerre. Et cette camionnette rouge est quand même le signe que cette affaire est connue. C'est-à-dire, on sait qu'on enlève des enfants. Il y a une espèce de complicité à l'intérieur de la Réunion. Personne ne dit rien, en fait, que ce soit l'opposition, qui est complètement absente du débat, que ce soit le clergé, qui, au contraire, participe, les assistantes sociales qui organisent, les élites qui s'en accommodent très bien. Le silence règne. Et le silence va jusqu'en métropole, parce que les familles d'accueil, et puis ces enfants, bien évidemment, sont accueillis dans les campagnes. Il y a comme un espèce de, j'allais dire, un petit business des enfants qu'on a enlevés. Oui, les familles d'accueil, on ne leur dit pas grand-chose. Elles ne savent pas que les enfants sont forcément orphelins ou pas. Et on leur dit simplement que des petits-enfants vont arriver et qu'ils peuvent les garder. Les plus petits vont être adoptés, mais les plus grands vont être mis au travail. Et on va voir, comme ça peut arriver dans certaines fammes d'accueil, que des familles ont eu plusieurs enfants même. Oui. On va voir un deuxième... Les uns après les autres. Voilà, une illustration. Alors, que figure ce petit dauphin ? Alors, ce petit dauphin est très important pour moi puisque c'est un cadeau d'un jeune garçon qui s'appelle Gaëtan, qui est lui aussi à la ferme des Grangers, où mon héroïne va arriver. Et il s'occupe du bois, il taille le bois et il va arriver à offrir ça à Pauline, la petite fille, pour lui rappeler l'île de la Réunion. Donc c'est un cadeau dont elle se souviendra toute sa vie. Oui, d'autant que cet enfant est un enfant martyrisé. Tout à fait. C'est un enfant, un esclave des temps modernes. Il vit dehors, il mange les restes, les épluchures, il travaille. Quand il n'a pas assez de travail, il est prêté dans des autres familles, dans d'autres fermes. Sa situation est extrêmement difficile et elle reflète bien le sort de certains des enfants. Elle va aller
jusqu'à une tentative de suicide. Oui, parce que la dépression, la solitude, la folie le guettent en fait. Il a tellement souffert de l'absence de ses parents et puis il ne comprend pas. Personne ne lui explique combien de temps ça va durer. Il y a le froid, il y a le racisme qui est là et qui est très important dans les campagnes. Et Gaëtan va être un petit rayon de soleil pour mon héroïne. Alors que lui souffre et que cette famille n'est même pas remise en question, alors que quand on va lui enlever l'autre enfant, on va dire on en est déjà notre troisième. Comme si voilà, il y avait une espèce de fatalité, alors que ce sont simplement des sortes de tortionnaires. Oui, en tout cas, vraiment des gens qui utilisent des enfants. Il faut rappeler quand même que la situation des enfants dans les fermes dans les années 60 est difficile de toute façon. Les enfants travaillent, mais ceux-là sont livrés à tout ce qui est de plus terrible dans l'être humain. Alors, ce livre, on le doit, par votre intermédiaire, à une enquête de journalistes, parce que bien sûr, tout ça n'existe que parce qu'un jour, des journalistes ou des écrivains vont fouiller dans cette histoire qu'on met beaucoup d'efforts à enterrer. Oui, moi j'ai travaillé comme grand reporter pendant 25 ans, donc j'ai vraiment fait une enquête, que ce soit en métropole ou à La Réunion. J'ai pu avoir accès au dossier, j'ai interrogé une trentaine de ces enfants ex-mineurs qui m'ont raconté à la fois leur quotidien, à la fois les conséquences psychologiques de cet exil, et puis ce qui était très important pour moi, les conséquences sur la deuxième génération, sur leurs propres enfants. Donc, vous voulez dire qu'il y a une transmission du traumatisme subi par ces enfants? Bien sûr, ils ont beaucoup de mal. Transmission comment? Pourquoi? C'est-à-dire que les parents, enfin ceux qui en ont été victimes n'en ont pas parlé et les soit enfants ils n'en ont cherchent. pas parlé, soit ils en ont trop parlé, d'ailleurs, comme avec la Shoah. Mais en tout cas, c'est une histoire qui appartient aussi aux enfants, puisque c'est leurs propres grands-parents. C'est donc une chaîne transgénérationnelle. Et puis, les dépressions, la violence à l'intérieur des familles, les difficultés à raconter cette histoire-là font que maintenant, c'est la deuxième génération qui s'en occupe et qui s'en empare et qui marche vers la vérité, en tout cas. Alors, on pourrait se demander, mais que fait la France pendant ce temps-là? Il y a un troisième dessin, c'est un poste de radio qui crie et qui appelle. Et comment s'est passé, alors, dans votre ouvrage, comment se passe ce moment où on apprend, où les choses se révèlent? Alors, en fait, c'est Caroline, qui est la fille de Pauline, qui, 20 ans plus tard, à la radio, va entendre que des enfants de La Réunion sont arrivés dans la Creuse. Alors, ils sont arrivés dans la Creuse, mais ils sont arrivés dans plein d'autres départements. Et alors, tout d'un coup, elle commence à se demander si ces enfants-là, si sa mère faisait partie du lot. Et cette nouvelle va laisser sa mère sans voix. Et elle va avoir une réaction très brutale, comme si finalement le passé la rattrapait. Et c'est ça ce que j'ai voulu montrer dans le livre. Et je trouve que ce dessin-là, il est incroyablement parlant. Ses mains qui se tendent. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des politiques ne disent rien. Et il y a des noms, ces politiques, on les connaît. C'est Michel Debré, c'est quand même le père de la Constitution française. Tout à fait, nouveau député de La Réunion. Absolument. Et jusqu'à Emmanuel Macron, puisqu'il y a eu, là on en vient maintenant, je veux dire, à la reconnaissance, si on peut dire. Ça s'est passé quand et dans quelles conditions? Alors, c'était l'année dernière, dans une lettre adressée aux associations. D'abord, il faut souligner qu'il y a eu un rapport d'une commission d'experts très important, parce que ce rapport-là est formidable. Il fait 800 pages et il raconte complètement cette histoire de 1963 à 1984, donc ça a vraiment duré. Et puis maintenant, le gouvernement, le ministre de l'Outre-mer organise les choses pour que ces enfants ex-mineurs qui sont en marche sur cette couverture puissent rentrer à La Réunion et puissent comprendre ce qui leur est arrivé. Je trouve tout de même que dans l'intitulé et dans la rédaction de cet acte de contrition, j'allais dire, il y a quand même beaucoup de nuances. Voilà ce qui est dit. Emmanuel Macron a estimé que la politique menée à cette époque était une faute, car elle a aggravé dans bien des cas la détresse d'enfants qu'elle souhaitait aider. Il y a l'idée quand même que la nation française a voulu aider ces enfants-là. Je trouve que ça ne correspond pas vraiment à la réalité de la situation. Ça correspondait peut-être aux intentions dans les années 60 et encore, mais le langage est un langage administratif et juridique qui est fait pour éviter que des procès aient lieu. Des procès ont eu lieu jusqu'à la Cour suprême et n'ont jamais abouti. Donc je crois que le langage est tout à fait mesuré dans ce domaine. Oui, il est mesuré et décharge quasiment de toute responsabilité l'État français. Alors à 19 ans,
Vous, à quoi pensiez-vous? Qui étiez-vous? Et à quoi rêviez-vous? Alors là, je suis bronzée, ça ne se voit pas, mais je reviens de la Guadeloupe. Et alors, c'est une journée très importante parce que nous sommes le 10 mai 81. Je suis à Sciences Po. Ouais. Je découvre la science politique, le droit constitutionnel, l'économie. C'est, après une hypocagne un peu terne, voilà, c'est une explosion. Oui, mais vous avez fêté le 10 mai, là, quand même. Et puis le 10 mai, Oui. alors là, eh ben, je vois mes parents exploser en sanglots de joie pour la première fois. On part à la Bastille, il pleut sur Paris, on perd mon petit frère dans la foule et c'est un des plus beaux souvenirs. Ça va être Badinter, ça va être Jacques Lang, ça va être le journal Libé parfumé à l'eau de rose. Ouais. Et puis ça va être mon père surtout qui passe devant une école privée et qui me dit, tu vois, maintenant il n'y aura plus d'école privée. Tout le monde sera à la même école, celle de la République. Alors, du parfum de rose, je vais passer au parfum de chocolat. Vous savez que c'est Pâques, il y a quelques traditions et le chocolat est au centre en règle générale de toutes ces traditions. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il existe des chocolats tropicaux. Et vous avez ici des chocolats de poche qui peuvent se glisser dans votre mais c'est formidable dans avec votre le douanier Rousseau. Absolument, le douanier Rousseau pour illustrer. Donc il y a différentes saveurs. Vous avez le tome 1, voici le tome 2. Merci, vous pouvez le merci. croquer. Pour une gourmande comme moi, c'est Ouais. tout à fait, Voilà. tout à fait formidable. Alors ici, un autre cadeau, les aigles du monde, 70 espèces de légendes de Mike Humwin et David Tipling, c'est aux éditions de Lachaud et Niellé. Alors, bien sûr, l'aigle, on aurait pu croire qu'il y avait une allusion à ces aigles qui, dans la mythologie, enlevaient les enfants. Oui. Mais disons, restons à la noblesse de l'aigle et pas J'aime à les ce oiseaux côté, et j'ai écrit un livre sur New York qui commence par les oiseaux de Central Park. Donc j'en suis ravie. Mille merci. Alors, si vous voulez bien me suivre, je vais vous permettre de vous offrir un deuxième cadeau. Ariane, moi, je voudrais rappeler le titre de votre ouvrage, L'île aux enfants, chez Belfond, et vous proposer de nous séparer en musique. Jacques Schwarzbart, le saxophoniste guadeloupéen, a lu votre ouvrage et il a eu envie de proposer une illustration. Il a appelé ça, pour m'entraîner en anglais, Battle for the Ugly Truth. La bataille pour une vérité, La vérité, un peu... dur à vivre. Voilà. J'entends la multitude des voix, la voix de ces enfants. J'entends peut-être leur espoir et puis leur chemin de reconstruction et de résilience.